Ma petite amie m'a dit, tu te sens intimidée par ma réussite. C'est pour ça que tu me freines. Je suis pompier, elle travaille dans le marketing. J'ai répondu, tu as raison. Puis, cette même semaine, je suis entré dans un bâtiment en feu, j'ai sauvé 3 vies et je suis passé aux informations nationales, au moment même où ses collègues lui demandaient si elle sortait avec ce héros. Publication originale, je suis un homme de 32 ans, je suis sapeur-pompier, en poste depuis 9 ans, actuellement conducteur-opérateur dans ma caserne, ce qui signifie que je conduis le fourgon et que je gère la pompe. Avant cela, j'étais à la grande échelle pendant 6 ans. Ce n'est pas un métier qui rend riche. Je touche environ 42 000 € de salaire de base, avec les primes et les gardes, cela monte à environ 53 000 € les bonnes années. Je travaille par garde de 24 heures, je rentre à la maison avec une odeur de fumée, et j'ai des cicatrices sur les 2 avant-bras dont je ne parle pas dans les soirées. C'est un travail honnête. J'en suis fier. Mon ex-petite amie travaille dans le marketing dans une entreprise de la tech à la Défense. Elle est responsable de compte senior. Elle gagne environ 65 000 €, ce qu'elle mentionnait souvent, pas forcément pour se vanter au début, mais plutôt d'une manière désinvolte, du genre, c'est fou ce que je gagne, non? Mais avec le temps, ses remarques ont commencé à changer de ton, devenant plus acerbes, plus comparatives. Nous sommes restés ensemble 2 ans. La première année était géniale. Elle trouvait le côté pompier attirant. Elle venait au barbecue de la caserne, prenait des photos avec le camion, les publiait avec des légendes comme « Mon héros » avec un emoji feu. Elle adorait raconter ce que je faisais aux gens lors des soirées. C'était son anecdote préférée sur notre couple. Le changement s'est opéré après 1 an, quand elle a été promue responsable de compte senior. Plus gros salaire, plus gros titre, plus gros ego. Soudain, le côté pompier n'était plus « mignon ». C'était devenu en dessous de son rang. Elle a commencé à faire des commentaires, de petits d'abord. Tu sais, tu pourrais reprendre des études. Te lancer dans quelque chose avec plus de potentiel d'évolution. Le copain de ma collègue vient de devenir associé dans son cabinet. Ce n'est pas génial? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal dans ce que tu fais, mais tu ne veux pas plus? Plus? Elle disait que nous étions « beaucoup ». Comme si ce que j'avais ne suffisait pas. Comme si entrer dans des structures qui essaient activement de me tuer était un manque d'ambition. Puis est arrivé le dîner mondain. Elle avait été invitée chez son directeur pour une petite réception. Le genre où tout le monde apporte une bouteille de vin qui coûte plus cher que mon repas de garde. Elle m'a dit de porter une veste et de ne pas trop parler de mon travail de pompier tout de suite. J'ai demandé, qu'est-ce que je suis censé dire que je fais? Elle a répondu, dis juste que tu travailles dans la sécurité publique. Ça fait plus professionnel. J'ai mis ma chemise habituelle. Quand quelqu'un au dîner a demandé ce que je faisais, j'ai répondu, je suis sapeur-pompier. Le sourire de ma petite amie s'est crispé si fort que je m'étonne qu'elle n'ait pas eu de crampe. Sur le trajet du retour, elle a explosé. Tu as une idée de ce à quoi ça ressemblait? Tout le monde parlait d'acquisition et de lancement de produits, et toi tu étais là à décrire comment le feu se propage dans les systèmes de ventilation. L'hôte m'avait posé la question, il était sincèrement intéressé. Il était poli. Il m'a posé 3 questions de suivi et m'a montré l'installation d'extincteurs de sa maison. Ce n'est pas ça le problème. C'est quoi le problème alors? Et c'est là qu'elle m'a sorti la phrase fatidique. La version complète, celle vers laquelle elle tendait depuis des mois. Le problème, c'est que tu es intimidé par ma réussite et c'est pour ça que tu me freines. J'essaie de construire une vie qui reflète là où je vais, et toi, tu es coincé dans un boulot qui n'a pas changé depuis tes 23 ans. J'ai besoin d'un partenaire qui soit à la hauteur de mon ambition, pas quelqu'un qui se contente de rester là où il est. J'ai laissé ces mots flotter dans la voiture pendant environ 30 secondes. Le silence était pesant. Puis j'ai dit, tu as raison. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as raison. Tu as besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur de ton ambition, et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui ne pense pas que sauver des vies est une onde sociale. Alors, arrêtons de perdre notre temps. Elle a immédiatement fait marche arrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste. Tu l'as dit très clairement. Je te freine, alors je te lâche. Elle ne pensait pas que j'étais sérieux. Elle pensait vraiment que c'était le moment où j'allais m'excuser d'être sur la défensive et promettre de travailler sur moi-même.
C'est comme ça que le scénario se déroulait d'habitude. Je protestais, elle présentait ça comme si elle voulait juste le meilleur pour nous, et je cédais. Pas cette fois. Je lui ai dit en arrivant chez nous que je pensais qu'il fallait qu'on fasse une pause. Elle a dit que je surréagissais à une critique constructive. J'ai répondu qu'une critique constructive n'inclut pas de dire à son partenaire que sa carrière est une source d'embarras. Elle a dormi chez son ami ce soir-là. C'était un jeudi. 4 jours plus tard, le lundi, ma garde commençait à 6 heures. Vers 14 heures, nous avons reçu un appel pour un feu d'immeuble. Un bâtiment résidentiel. Quand nous sommes arrivés, il y avait une fumée épaisse qui sortait des 2e et 3e étages et une femme sur le trottoir qui hurlait que ses enfants étaient toujours à l'intérieur. Je ne vais pas dramatiser ce qui s'est passé ensuite, car ce n'est pas un film et le feu n'est pas glamour. Il fait chaud, c'est sombre, bruyant, on ne voit rien, le masque s'embue, le corps vous dit de partir et l'entraînement vous dit d'aller plus loin. Nous sommes entrés. Mon chef d'agrès et moi avons monté l'escalier intérieur. J'ai trouvé 2 enfants dans une chambre au 2e étage. Une fille, peut-être 6 ans, et un garçon, peut-être 4 ans, cachés sous un lit. Je les ai pris tous les 2, je les ai sortis et confiés au secours. Ensuite, un voisin a dit qu'il y avait une femme âgée au 3e étage qui ne pouvait pas bien marcher. Je suis rentré avec un autre équipier, nous l'avons trouvée dans une chambre au fond. Nous l'avons portée jusqu'en bas. Au moment où nous sommes sortis la 2e fois, le 2e étage avait subi un embrasement généralisé et clair. Si nous étions arrivés 2 minutes plus tard, l'issue aurait été totalement différente. Les enfants allaient bien. La femme a été hospitalisée pour inhalation de fumée mais s'en est sortie. Personne n'est mort. Une équipe de presse locale était à proximité pour couvrir un accident de la route et a été détournée sur l'incendie. Ils ont filmé ma sortie du bâtiment avec les enfants, un sous chaque bras, le visage noir de suie, le casque de travers. Ces images ont été reprises par une antenne régionale, puis nationale. Mardi matin, c'était partout. Mon chef a fait l'interview face caméra, mais les images, c'était moi, mon visage, mon nom dans les gros titres. Un sapeur-pompier local sauve 3 personnes dans un incendie d'immeuble. Je me suis réveillé mardi avec plus de 200 notifications sur mon téléphone. Des messages de ma famille, d'anciens amis, des gars de l'école des pompiers. Mon lieutenant m'a envoyé un lien vers la vidéo sur un grand site d'actualité avec un message, « Notre frère est célèbre. Ne prends pas la grosse tête. » Mon ex-petite amie ne m'avait pas envoyé un seul message depuis jeudi soir jusqu'à ce qu'elle voie les infos. Mise à jour 1. Son premier message est arrivé mardi à 11h43. Oh mon Dieu! Tu vas bien? Je viens de voir les infos. J'ai répondu, je vais bien. Merci. Elle a écrit à nouveau, c'était fou. Je n'arrive pas à croire que c'était toi. On peut se parler? J'ai dit, je suis de garde jusqu'à demain matin. Je t'appellerai quand je serai de repos. Je ne l'ai pas appelé quand j'ai fini. Non pas parce que j'avais oublié, mais parce que je n'étais pas prêt. J'avais besoin de comprendre ce que je ressentais. La vérité, c'est qu'après l'incendie, j'ai été sous adrénaline pendant environ 6 heures, puis j'ai fait une chute brutale. Je suis resté assis dans le vestiaire pendant 20 minutes à fixer le mur. Mes mains tremblaient. Pas pendant l'incendie, après. C'est comme ça que ça marche toujours. Le corps tient le coup jusqu'à ce qu'il soit en sécurité pour s'effondrer. Je suis rentré, j'ai pris une douche, j'ai dormi pendant environ 14 heures et je me suis réveillé mercredi soir face à une situation que je n'avais pas prévue. Mon ex avait publié des choses sur l'incendie sur son Instagram. Pas un message de félicitations du genre « Je suis si fier de lui ». Elle avait repartagé la vidéo des infos dans sa story avec la légende « Quand ton petit ami est littéralement un héros » avec un emoji cœur rouge. Et elle m'a tagué « Ton petit ami ». Elle m'appelait son petit ami. Après la dispute de jeudi, après avoir qualifié ma carrière d'embarrassante. Après le discours sur le fait que je la freinais. Après avoir dormi chez son ami sans un seul message pendant 4 jours. Dès que je suis passé aux infos nationales, elle était à nouveau ma petite amie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une de ses collègues, avec qui elle déjeunait régulièrement, avait vu l'info et m'avait reconnu grâce aux anciennes photos Instagram de mon ex. Mercredi, cette collègue lui a apparemment demandé au bureau « Attends, tu sors avec ce pompier qu'on voit aux infos? Celui qui a sauvé ses enfants ?»
D'après ce que j'ai appris plus tard d'un ami commun qui travaillait dans la même entreprise, mon ex ne s'est pas contenté de dire oui. Elle en a rajouté. Elle a raconté à sa collègue qu'elle était tellement effrayée quand elle a entendu parler de l'incendie qu'elle était restée scotchée aux infos, qu'elle avait toujours su que j'étais destiné à faire quelque chose comme ça. Elle a apparemment parlé de moi pendant 20 minutes dans la salle de pause, se peignant en petite amie dévouée et terrifiée. La même femme qui, 4 jours plus tôt, m'avait dit que mon métier la freinait. Ses collègues ont tout gobé. Elle est devenue la fille qui sort avec le héros. Les gens de son entreprise partageaient la vidéo sur Slack et quelqu'un l'avait taguée dans le fil de discussion avec un emoji feu. Elle obtenait de l'attention, le genre qu'elle comprenait, le genre qu'elle valorisait, et elle en profitait à fond. Elle m'a envoyé un message mercredi soir, les gens au travail n'arrêtent pas de poser des questions sur toi. Ils veulent te rencontrer. Mon directeur a dit, tu devrais venir au prochain pot de l'équipe. C'est pas cool, ça? J'ai lu ce message environ 5 fois. Le même directeur dont elle m'avait dit de cacher mon travail lors de son dîner. Maintenant, elle voulait que je sois là comme un faire-valoir. J'ai répondu, je pensais que je n'étais pas censé parler du métier de pompier. Elle a répondu, lol, c'était différent. J'étais juste nerveux ce soir-là. Allez, ne m'en veux pas. Je n'ai pas répondu. Jeudi, elle a débarqué à mon appartement à l'improviste avec à manger d'un taille que j'aime bien. Elle est entrée comme si la semaine dernière n'avait jamais eu lieu. Elle a posé le sac, m'a embrassé sur la joue et a dit, tu m'as manqué. Oublions cette dispute stupide et passons à autre chose. J'ai demandé, quelle dispute? Celle où tu m'as dit que ma carrière était une source d'embarras ou celle où tu m'as dit que je te freinais parce que je n'étais pas assez ambitieux? J'étais stressé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu pensais chaque mot. Tu disais des versions de ça depuis 6 mois. Le dîner n'était que la première fois que tu disais tout ça à voix haute. Elle a changé de tactique. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle a dit qu'elle était fière de moi et que voir les infos avait tout remis en perspective. Elle a dit qu'elle avait toujours su que ce que je faisais comptait et qu'elle était désolée de m'avoir fait me sentir inférieur. J'ai répondu, il y a 4 jours, tu voulais que je dise que je travaille dans la sécurité publique au lieu de dire sapeur-pompier. Maintenant, tu postes ma vidéo de sauvetage sur ton Instagram et tu dis à tes collègues que tu es ma petite amie. Quelle version de toi est réelle? Elle a dit, cette version. Celle qui est assise ici et qui te dit que j'avais tort. Tu n'es pas ici parce que tu penses que tu avais tort. Tu es ici parce que mon boulot est devenu assez impressionnant pour que ton cercle social le valide. Ce n'est pas des excuses. C'est un rebranding. Elle a commencé à pleurer pour de vrai à ce moment-là. Pas le genre stratégique. Le genre frustré. Celui où quelqu'un sait qu'il a été pris en flagrant délit et n'a pas de bonne réponse. Elle a dit que je la punissais d'être honnête sur ses sentiments et que je ne voulais clairement pas faire fonctionner notre couple. J'ai dit, je voulais le faire fonctionner quand tu m'as dit que j'étais en dessous de toi. Toi, non. La seule chose qui a changé, c'est qu'une caméra m'a filmé en train de faire mon travail, et ça ne devrait pas être ce qu'il faut pour être considéré. Elle est partie avec son repas taille. Mise à jour 2. L'actualité est passée à autre chose après environ une semaine, comme toujours. Mais les répercussions dans ma vie personnelle, non. Mon ex n'a pas bien digéré le rejet. Au cours des 10 jours suivants, elle a lancé ce que je ne peux décrire que comme une campagne sur plusieurs fronts pour me récupérer ou réécrire complètement l'histoire. Front 1, les amis communs. Elle a commencé à appeler des gens que nous connaissions tous les deux pour leur dire que j'avais changé après l'attention médiatique et que j'avais laissé la célébrité me monter à la tête. Elle a raconté à notre groupe d'amis que j'étais devenu froid et méprisant et qu'elle avait le cœur brisé parce qu'elle avait été d'un soutien total et que je l'avais jeté. Mon pote, un ambulancier qui me connaît depuis 7 ans et qui n'a aucune tolérance pour les conneries, m'a appelé et m'a dit, ta copine vient de dire à ma femme que tu es devenu un égomaniaque depuis le reportage. Ma femme a répondu, il est venu à notre barbecue le mois dernier en croc et avec un t-shirt taché. Ce n'est pas un égomaniaque. Front 2, sa mère. Sa mère a appelé ma mère, pas moi. Ma mère m'a dit qu'elle brisait le cœur de sa fille et que j'étais cruel de ne pas lui donner une autre chance. Ma mère, une infirmière scolaire à la retraite qui a rencontré mon ex exactement 4 fois, a écouté patiemment, puis a dit, mon fils entre dans des bâtiments en feu pour gagner sa vie. Si votre fille pense que ce n'est pas assez bien, je ne sais pas quoi vous dire.
Sa mère n'a apparemment pas eu de réponse. Front 3, et c'est celui qui m'a vraiment énervé. Elle a essayé d'utiliser la famille que j'avais secourue pour me faire culpabiliser. La mère des 2 enfants que j'avais sortis avait fait une interview à la télé locale pour remercier les pompiers. Elle a mentionné mon nom. C'était un beau moment, authentique et émouvant. La vidéo a circulé localement. Mon ex a partagé cette vidéo dans ses stories Instagram avec la légende « C'est l'homme que j'aime. Je serai toujours sa plus grande supportrice, quoi qu'il arrive. » Cœur rouge. Elle utilisait la gratitude d'une femme pour la vie de ses enfants comme contenu pour son arc de rédemption. Quand j'ai vu ça, j'ai senti quelque chose basculer. Pas de la colère, plutôt de la clarté. Le genre que vous avez quand vous voyez enfin toute l'image au lieu des morceaux que quelqu'un vous a montrés. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie. Elle pensait probablement que je revenais vers elle. J'ai dit, supprime la publication avec la mère et ses enfants. Quoi? Pourquoi? Parce que ce sont de vraies personnes qui ont vécu quelque chose de réel et tu les utilises comme des accessoires pour mettre en scène une relation qui n'existe plus. Je ne mets rien en scène. J'exprime ce que je ressens. Tu utilises une femme dont les enfants ont failli mourir dans un incendie pour te faire bien voir sur Instagram. Supprime-la. Tu ne peux pas me dire quoi poster. Tu as raison. Je ne peux pas. Mais je peux te dire que si tu continues à poster sur moi, je ferai en sorte que chaque personne qui pose des questions connaisse toute l'histoire. Le dîner, le commentaire sur la sécurité publique, le discours sur le fait que je te freine, tout ça. Silence. Long silence. Tu ne ferais pas ça. Je n'ai pas envie de le faire. Mais j'en ai assez de te voir transformer ce qui est arrivé en ton image de marque personnelle. Ces enfants ne sont pas du contenu. Ce feu n'est pas du contenu, et moi, je ne suis pas du contenu. Elle l'a supprimé dans l'heure. Mais elle n'avait pas fini. Elle a changé de tactique une fois de plus, et ça, c'est quelque chose que je n'avais honnêtement pas vu venir. Elle a contacté un gars de ma caserne, pas par les voies officielles, par message privé Instagram. Elle a trouvé un des nouveaux, un sapeur-pompier stagiaire qui était sur les lieux ce jour-là, et lui a envoyé un message pour lui demander ce qui s'était vraiment passé pendant l'incendie. Elle lui a dit qu'elle était inquiète pour mon état mental et qu'elle voulait savoir si j'agissais différemment au travail. Le stagiaire, à son honneur, n'est pas tombé dans le panneau. Il a fait une capture d'écran des messages et les a apportés à notre lieutenant. Notre lieutenant me les a montrés. Il m'a fait asseoir dans son bureau et a dit, « Ton ex envoie des messages à nos gars pour poser des questions sur toi. Ça s'arrête maintenant. » Je lui ai dit que je m'en occupais. J'ai envoyé un message à mon ex, « Tu as contacté quelqu'un de ma caserne. Ce n'est pas acceptable. Ce sont des gens avec qui je travaille et à qui je confie ma vie. Si tu recontactes quelqu'un à ma caserne, je dépose plainte pour harcèlement. C'est la dernière fois que je communique avec toi sur quoi que ce soit. » Elle a répondu, « Je m'inquiétais pour toi, mais d'accord. Si tu veux écarter quelqu'un qui tient vraiment à toi, c'est ta perte. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué partout. Téléphone, Instagram, Facebook, tout. Puis j'ai appelé mon pote, l'ambulancier, et j'ai dit, si elle te contacte, toi ou ta femme, ne réponds pas, dis-le-moi juste. Il a dit, déjà fait. Ma femme l'a bloqué hier après qu'elle a essayé de la faire intervenir pour te faire revenir à la raison. Mise à jour 3, finale. Cela fait environ 5 semaines que je l'ai bloqué. Voici où tout cela a mené. Sa réputation au travail en a pris un coup. Pas à cause de moi, mais à cause du calendrier qu'elle ne pouvait pas cacher. La collègue pour qui elle faisait son numéro a commencé à comparer les dates. La même collègue qui avait demandé en premier, « Tu sors avec ce pompier ?» est apparemment revenue regarder les anciennes publications de mon ex et a remarqué quelque chose. Toutes les photos de nous avaient été archivées avant l'incendie. Toutes les publications, mon héros, de la première année avaient disparu. Les seules publications me concernant étaient celles qu'elle avait mises après que l'info a éclaté. Quelqu'un dans son bureau l'a mentionné en passant et l'observation s'est propagée. Les gens ont commencé à poser des questions. Pas des questions agressives, juste un petit « Attends, elle n'avait pas dit qu'elle était célibataire au pot de fin d'année ?» Quelques collègues qui étaient proches d'elle ont commencé à prendre leur distance. Pas dramatiquement,
juste ce refroidissement progressif qui arrive quand les gens réalisent que quelqu'un a créé une version de la réalité qui ne tient pas la route. Son directeur, celui qui était censé m'inviter au pot de l'équipe, a apparemment fait une remarque lors d'une réunion sur l'authenticité dans la gestion de l'image de marque qui, au vu du regard qu'il a lancé à mon ex, ne concernait pas seulement le travail pour les clients. Elle n'a plus reparlé de moi au bureau après ça. La famille que j'ai secourue. Je veux aborder ce point car c'est important. J'ai rendu visite aux enfants à l'hôpital le lendemain de l'incendie, et la mère m'a serré si fort dans ses bras que mes côtes m'ont fait mal. La petite fille m'a dessiné un camion de pompiers. C'est scotché à l'intérieur de mon casier à la caserne. La fille de la dame âgée a envoyé une carte manuscrite à la caserne. Je l'ai lue dans le vestiaire, et je ne vais pas mentir, j'ai dû m'asseoir une minute. Ces moments-là, c'est pour ça que je fais ce métier. Pas pour la couverture médiatique, pas pour les notifications, mais pour le dessin sur mon casier. L'attention médiatique est retombée, ce qui me va très bien. Un journaliste a appelé la caserne environ 2 semaines après l'incendie, demandant si je voulais faire une interview de suivi. J'ai refusé. Mon chef a fait une courte déclaration à la place. Je ne suis pas fait pour les caméras. Je suis fait pour le travail. Mon ex a fait une dernière tentative pour me contacter environ 3 semaines après que je l'ai bloqué. Elle a envoyé un email, elle a trouvé mon adresse personnelle je ne sais comment. C'était long d'environ 6 paragraphes. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai attrapé assez d'éléments clés. Elle disait que j'avais changé. Elle disait que l'attention médiatique avait révélé une facette de moi qu'elle ne reconnaissait pas. Elle disait qu'elle faisait le deuil de l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui était apparemment humble et terre à accent grave terre avant tout ça. Elle disait que j'avais laissé les éloges me monter à la tête et qu'elle espérait que je retrouverais le chemin vers qui j'étais vraiment. Laissez-moi souligner ça. La femme qui m'avait dit que ma carrière la freinait était maintenant en train de me dire que la carrière me rendait arrogant. Quand j'étais invisible, je n'étais pas assez. Quand j'étais visible, j'étais trop. Les règles n'ont pas seulement changé. Elles ont fait leurs valises et ont déménagé dans un autre pays. Je n'ai pas répondu à l'email. Je l'ai marqué comme spam et je suis passé à autre chose, malgré les ragots, car les amis communs existent encore même quand on ne le veut pas. J'ai entendu dire qu'elle a commencé à sortir avec quelqu'un environ 3 semaines plus tard, un gars dans la fintech. Elle a publié une photo avec lui dans les 2 premières semaines. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Sa mère continue de dire du mal de moi à quiconque veut l'écouter. Elle prétend que j'ai utilisé les médias pour humilier sa fille, ce qui est impressionnant parce que j'ai fait exactement une interview en tout et pour tout, et c'était sur l'incendie, pas sur elle. Sa mère a aussi apparemment dit aux gens que j'étais émotionnellement indisponible, ce qui, soit dit en passant, est assez vrai. Je suis devenu émotionnellement indisponible pour sa fille en particulier. Ça me va très bien. La partie honnête, et je vais faire court parce que je ne suis pas très doué pour ça, c'est que ce qu'elle a dit à ce dîner est resté gravé en moi plus longtemps qu'il n'aurait dû. Pas le truc sur le fait de la freiner. La chose plus profonde en dessous. L'idée que ce que je fais n'est pas assez. Qu'être présent, faire un travail difficile, sauver des vies quand le moment arrive, que ça ne compte pas à moins que ça ne s'accompagne d'un titre et d'un salaire qui impressionnent les gens dans les cocktails. Je sais que c'est faux. Je le sais au plus profond de moi. Mais l'entendre de quelqu'un qu'on aime crée des fissures, et les fissures mettent du temps à se refermer. Mon équipe a été solidaire. Les gars à la caserne ne parlent pas beaucoup de leurs sentiments. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche dans les casernes, mais ils sont là, à leur façon. Mon chef m'a pris à part après toute l'histoire avec mon ex et a dit, ça va? J'ai dit, ça vient. Il a dit, bien. Maintenant, va vérifier le camion. C'est la thérapie de caserne. Je conduis toujours le fourgon. Je fais toujours mes gardes de 24 heures. Je rentre toujours à la maison avec une odeur de fumée et je mange des restes froids à des heures bizarres. Le travail n'a pas changé. Je n'ai pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai arrêté de laisser quelqu'un me faire sentir petit pour avoir fait quelque chose qui compte. La semaine dernière, la maman de la petite fille a apporté des cookies à la caserne. Des cookies aux pépites de chocolat fait maison. La petite avait écrit sur la boîte au crayon, « Merci de nous avoir sauvés. Vous avez été courageux. » J'ai mis ce couvercle de boîte dans mon casier à côté du dessin. Certaines personnes ont besoin du dîner d'un directeur pour se sentir validées. Moi,
J'ai un mot écrit au crayon et un casier rempli de preuves que ce que je fais compte. Ça me suffit. Ça a toujours été le cas. So when we turn this dark, slash time set night, it gives the vibe that there's something on in there, but it's not like lighting up all of the build around here. You know what I'm saying? It looks like there's something in there. That's the vibe we're going to go for. You have to go tinted glass, light, and then honey blocks. I think it's a pretty solid vibe. That's pretty cool. Thanks. And you can still kind of see through it too, which is cool. Because that would make sense for, you know, closed shutters in Minecraft. But you can tell we've gone through a lot of... Let's go midnight. I think night is not dark enough. Let's go slash time set midnight. There we go. Now you can really see it. It's hard to see over here because of this light bleeding through, but this gives the vibe that something there. Elaine, thank you so much for the raid. I appreciate you. Welcome in, raiders. If you have enjoyed Elaine's stream, put a 1 right now in chat. If you did not, put a 2. Elaine, pay attention to who says 2 and ban them. But so far, that's what we're working with. Let's go time, set, day, and then we're going to skedaddle back out of here. Welcome in, raiders. Hope you're having a great night. You're getting banned. Ban them, Elaine. Ban them. Ban. All right, welcome in, raiders. Hope you're having a great night. We are part of Cloudcraft. If you do not know who we are, if you don't know what we are doing right now, we are part of Cloudcraft, the world that Elaine was just on, raiding us from. We are at spawn working on shopping districts. We are going to sell real estate. This is going to be a shop for sale. This is going to be a shop for sale. This is going to be a shop for sale. This is mine, and this is mine. We're selling real estate, guys. Where's the rest of the world? Oh my gosh. But my name is Dead Candy. We are currently building lots and lots of things around here. So I hope you guys enjoy the stream. I hope you enjoyed Elaine's vibes. And welcome into this stream. I appreciate you all. Location. Exactly, Frost. Exactly. I posted it. Oh, perfect. Thank you, Tua. I will check it out. I will save it. And then there will be a video coming on it. Can you make a homeless shelter? I feel like this entire area is kind of a homeless shelter because this is supposed to be post-nuclear war and it's all abandoned and there's civilization coming through rebuilding it. So nobody really has a home. It's just civilization trying to rebuild. Card collector hitting the Rickroll and Frost hitting the hydrate. Thank you, brother. It's free real estate. Free real estate. Yes. Good old Toto. Everyone's using Kinger's spawn bed. Yep, they are. Your themes are always so creative. What the heck? Thank you, Jesse. I appreciate that. But we have just a little bit left to go on this build. I don't know if I quite want a ceiling on it yet. We're going to go through and do roofs just because I spend a lot of time through here. I want to make sure these are kind of more spawn proof and safer while I continue to work. But we have to go get some glass now. Let's go get some dyed glass, put up some glass, and we'll be set to roll. I really like the vibes of your builds. You have such good ideas. Thank you, William. I appreciate you, dude. Thank you so much. That's not the shulker I wanted. This is the shulker I wanted. I think we could only use one, actually, come to think about that. I only have 11. Yeah. There we go. Okay, throw the rest right here. Perfect. Thank you. And then we'll go up top. How many diamonds are you going to sell them for? I'm thinking max 32. I don't want to charge an arm and a leg for this. I want the shops to sell. I want people to come in, or the members to come in and put their own stuff in them. Because I think it would be really cool to just have a little city through here. Nice little stuff to sell. So I think just for a shop, the max is going to be like 32. Some of them are going to be a little cheaper. But still in the works, not confirmed. But that's where we're leaning. Monthly rent? Nope.
for sale. We're going 2008 housing prices, buddy. Why Bedrock instead of Java? Because Clockcraft is Bedrock, and a lot of us as creators grew up on Bedrock. So we just run Bedrock. I have Java as well. It's in my YouTube. If you guys want to watch my hardcore series, it's a lot of fun. Really great watch. Definitely.